Dans les anciennes cultures tribales, la maladie était souvent considérée comme causée par des forces surnaturelles. Les pratiques chamaniques, impliquant des guérisseurs en contact avec le monde des esprits, datent probablement de l'époque paléolithique. Petit rappel sur les sutures. Dès 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens anciens utilisaient du linge et des tendons animaux pour fermer les blessures. Le médecin gréco-romain Galien et le chirurgien arabe El-Zahraoui utilisaient du matériel animal pour effectuer des sutures. 1600 avant Jésus-Christ, le papyrus chirurgical Edwin Smith est le plus ancien au monde. Imhotep, sans doute le premier médecin de l'histoire connu par son nom, est considéré comme l'auteur du papyrus. Sur les 48 cas décrits dans le papyrus, 27 concernent les traumatismes de la tête et 6 les traumatismes vertébraux. Le cas 25 rapporte par exemple le traitement de la luxation de la mandibule. On ne fait vraiment pas mieux aujourd'hui. 600 avant Jésus-Christ arrive l'apogée de l'ophtalmologie. Cette discipline fut un centre d'intérêt très actif dans la médecine arabo-islamique du Moyen Âge, avec de très nombreux experts. De 800 à 1300, le monde islamique ne compta pas moins de 60 spécialités de l'œil. Parmi ces grands experts, on peut citer Ammar ibn Ali de Mossoul, Ibn al-Haytham ou encore Al-Nafis. 300 avant Jésus-Christ, le Hanji Neijing est le plus ancien et le plus célèbre texte médical classique de Chine. Il traite des causes naturelles comme le régime, l'âge, le style de vie ou encore les émotions. Des concepts comme le yin et le yang, mais aussi le qi y figurent. Selon le Neijing, les humains auraient 5 viscères et 6 intestins. En 70, apparaissent les premières monographies. L'histoire de la pharmacie est consolidée dans l'ouvrage De Materia Medica en 70. Son auteur grec Discoride y décrit 600 plantes, incluant recettes et doses pour les préparations et les indications d'administration aux patients. En 900, El-Razi fait beaucoup parler de lui. Né en Perse, El-Razi, Tirazès en Occident, a été le plus grand médecin du monde islamique à l'époque médiévale. Il rédigea presque 200 ouvrages. Auteur du premier traité de pédiatrie et célèbre pour avoir su différencier la variole de la rougeole. À propos de l'éthique médicale, il écrivit « Le but du médecin est de faire le bien, même à ses ennemis », ce qui veut dire que la profession du soignant interdit de faire du mal à ses semblables. En 1242, le médecin musulman Ibn al-Nafis, originaire de Damas, est le premier à décrire correctement la circulation pulmonaire. En 1284, l'invention des lunettes a permis aux érudits de continuer leur travail et à lever l'handicap de la vision. En Chine, les lunettes étaient d'usage vers 1270, mais elles auraient été plutôt connues en Arabie. En 1284, l'Italien Salvino d'Armate devint le plus célèbre fabricant de lunettes dans toute l'Europe. En 1652, le médecin danois Thomas Bartholinite publia une description du système lymphatique. En 1664, le médecin anglais Willis se spécialise dans l'étude du cerveau. Voulant comprendre l'âme, ce dernier publie Cerebri Anatome où il y classe les nerfs crâniens. En 1689, le chirurgien suisse Johannes Facio réalise la première séparation réussie de siamois collés par l'abdomen, alors qu'un essai avait été tenté en 945 à Constantinople, mais sans succès. En 1795 a lieu l'éradication de la maladie du scorbut. Le scorbut fit 2 millions de morts parmi les marins de l'époque de Christophe Colomb. Le scorbut résulte d'un déficit de vitamine C indispensable à la synthèse du collagène. Cette maladie était fréquente chez les marins et les soldats
que les voyages privés de fruits et de légumes durant de longues périodes. Et ce n'est qu'en 1795 que du jus de citron fut donné régulièrement aux marins, faisant disparaître la maladie. Mais attention, méfiez-vous! Si cette maladie sévissait principalement chez les marins jusqu'au XVIIIe siècle, elle serait de retour aujourd'hui et toucherait principalement les personnes qui ont de mauvaises habitudes alimentaires. Donc gare aux adeptes des conserves, des fast-foods et des sandwichs. En 1784, le chimiste français Antoine Lavoisier inventa avec le mathématicien Pierre-Simon de Laplace un appareil pour mesurer la production de chaleur et de CO2. Il caractérisa les processus de respiration. Malheureusement, le père de la chimie moderne fut condamné à mort durant la Révolution française sans avoir pu finir ses travaux. Lorsqu'il demanda un sursis le temps d'achever une expérience, le président du tribunal révolutionnaire lui répondit: « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. » Et il fut guillotiné en mai 1794. En 1796, le médecin allemand Samuel Hahnemann inventa le concept de l'homéopathie. En homéopathie, les maladies et les symptômes sont dus à un déséquilibre de l'organisme et une tentative de celui-ci de retrouver son équilibre initial. Le but du soignant homéopathe est donc de rééquilibrer l'organisme en profondeur et non seulement de traiter les symptômes. En 1816, le célèbre français René Laennec inventa le stéthoscope, outil incontournable en médecine actuelle. Il décrivit à quelle maladie correspondaient les bruits qu'il entendait. Il mourut à 45 ans d'une tuberculose que ses collègues diagnostiquèrent grâce à son stéthoscope. En 1832, le médecin anglais Thomas Latta réalisa pour la première fois une injection intraveineuse de solution saline dans l'espoir de sauver une personne atteinte de choléra. Le choléra étant une maladie bactérienne provoquant des diarrhées et des vomissements intenses et responsable de fortes déshydratations. Cette maladie a fait 2 millions de victimes à travers les siècles. Revenons à Latta et sa patiente. Ce dernier lui injecta lentement une solution saline et quelques instants après, elle commença à mieux respirer et son pouls palpable après 30 minutes. Il lui injecta ensuite 3 litres de liquide et la patiente n'avait plus aucun malaise. Latta pensa qu'elle était sauvée et la confia à un chirurgien de l'hôpital, mais elle recommença à vomir et mourut malheureusement dans les heures suivantes. Latta suggéra qu'elle aurait survécu si les injections avaient été poursuivies. De nos jours, les solutions salines sont toujours utilisées pour remplacer l'eau et le sel perdus par des personnes absorbant peu de liquide ou qui ont subi un traumatisme avec ou sans hémorragie, ou encore atteintes de maladies accompagnées de fortes déshydratations. Avant la découverte de l'anesthésie, les chirurgies étaient extrêmement douloureuses. Comme vous le savez, l'anesthésie générale est un état d'inconscience induit par des médicaments permettant aux patients de subir une intervention chirurgicale sans douleur. Lors de la préhistoire, on utilisait déjà l'opium. Les chamans incas, eux, utilisaient les feuilles de coca. Mais ce sont 3 Américains, le docteur Crawford, Dr Horace Wells et Dr William Morton, qui ont découvert l'anesthésie générale en 1842. Ils avaient chacun respectivement utilisé de l'éther, un gaz anesthésiant qui était inhalé par le patient, mais aussi du protoxyde d'azote qui est un gaz hilarant. En 1851, le chirurgien hollandais Antonius Mathijsen utilisa le plâtre de Paris pour immobiliser les os cassés. Ce médecin utilisait des bandages imprégnés de plâtre de Paris autour du membre lésé, ce qui permettait de créer une sorte d'attelle rigide qui maintenait les os en place jusqu'à consolidation de la fracture. Pendant la guerre de Crimée, le médecin russe Nikolai Pirogov fut le premier à fabriquer les plâtres chirurgicaux à grande échelle. Aujourd'hui, les plâtres sont en fibre de verre.
Il a fallu attendre 1867 et les travaux de Joseph Lister pour convaincre les personnels médicaux de l'utilité des antiseptiques. Ce chirurgien britannique constate, en utilisant le phénol pour stériliser les blessures et les instruments chirurgicaux, une remarquable diminution des infections post-opératoires. C'est alors avec succès qu'il réussit à traiter une fracture très complexe de la jambe en enveloppant cette jambe de tissu imprégné de phénol. En 1865, apparaît la génétique mendélienne issue des travaux du botaniste Gregor Mendel. En effet, ce moine catholique autrichien étudia l'hérédité à partir de ses études sur les petits pois. Ses travaux ont duré 6 ans et lui ont permis de formuler des lois de génétique. Les lois de Mendel définissent la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. Gregor Mendel est reconnu comme le père fondateur de la génétique. Dans l'histoire, les césariennes pratiquées en urgence n'avaient pas pour but de sauver la vie des mères, car les chirurgiens n'avaient pas les moyens de réparer les incisions de l'utérus sans causer d'infection, pas plus que de maintenir le muscle utérin avec les contractions qui suivent l'accouchement. En 1882, l'obstétricien Mark Sanger, le père de la césarienne moderne, développa un dispositif de suture avec un fil d'argent, ce qui produisait une réaction tissulaire minime et donc très peu d'infections. Le nom de césarienne provient d'une légende selon laquelle un ancêtre de l'empereur romain Jules César aurait été mis au monde par ce type d'intervention. En 1895, le physicien allemand Röntgen expérimenta un tube à rayons cathodiques. Lorsqu'il obtint la luminescence d'un écran fluorescent situé à près d'1 mètre, il comprit que ce tube émettait un type de rayon invisible et qui pouvait traverser différents matériaux. Lorsqu'il plaça sa main sur le trajet des rayons invisibles, il voyait une image avec l'ombre de ses os. La découverte des rayons X marquait un tournant dans le traitement des maladies. Plus tard, en 1926, le biologiste américain Müller démontra que les rayons X pouvaient créer des mutations dans les cellules, attirant alors l'attention sur le risque potentiel d'une surexposition aux rayons X. La suture des vaisseaux sanguins lésait souvent leur membrane interne, aboutissant à la formation de caillots très dangereux. Carrel était si déterminé à développer la chirurgie vasculaire qu'il prit des leçons de couture auprès d'une brodeuse très adroite qui utilisait des aiguilles et des fils très fins. En 1902, Carrel mit au point une nouvelle méthode de suture des vaisseaux sanguins. En 1908, Carrel pratiqua ce qui est considéré comme la première transfusion sanguine moderne, au cours de laquelle il sutura l'artère d'un père à la veine de la jambe de son bébé. Carrel réussit également la transplantation du rein d'un chien à l'autre. Il ouvrit la voie de la transplantation d'organes et permit des avancées en chirurgie cardiaque et en greffe de tissu. Il obtenu le prix Nobel en 1912. En 1905, l'ophtalmologiste autrichien Zirn réalisa la première greffe de cornée. Des centaines de personnes aux États-Unis qui autrefois étaient aveugles pouvaient voir grâce aux yeux de personnes décédées. En 1928, le biologiste écossais Fleming fut une découverte qui révolutionna la médecine, la pénicilline. Un matin, il remarqua que des moisissures avaient contaminé les boîtes dans lesquelles il cultivait la bactérie Staphylococcus. Il nota que la croissance de cette bactérie était inhibée au voisinage de la moisissure et en déduisit que la moisissure libérait une substance empêchant la multiplication bactérienne. Il mit en culture le champignon et l'identifia comme appartenant au genre Penicillium et nomma la pénicilline la substance. En 1948, le médecin américain Hansch administra de la cortisone à une femme de 29 ans qui était clouée dans un fauteuil roulant depuis 5 ans à cause d'une arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire qui est caractérisée par des douleurs, des gonflements et des atteintes articulaires. Après seulement 3 jours d'injection, la patiente s'est remise à marcher en boitant légèrement. Le lendemain, elle fit au magasin durant 3 heures.
La cortisone fut un miracle. Le cœur-poumon artificiel est un appareil qui assure la circulation du sang et son oxygénation durant des opérations à cœur ouvert. En 1953, le chirurgien américain Gibbon fut le premier à utiliser avec succès le cœur-poumon artificiel chez une jeune femme de 18 ans dont le cœur et les poumons s'étaient arrêtés durant 27 minutes. En 1961, le médecin russe Rogozov réalisa la première autochirurgie. Il enleva son propre appendice à la station de recherche soviétique en Antarctique. Et tout cela en dehors de toute installation hospitalière et sans assistance extérieure ni personnel médical. Avant de s'opérer, il écrivit « Je n'ai pas dormi la nuit dernière. J'ai très mal, mais la seule possibilité étant de m'opérer moi-même. C'est pratiquement impossible, mais je ne peux pas rester les bras croisés. » Utilisant de la procaïne comme anesthésiant local et un miroir pour guider l'opération, qui a duré presque 2 heures. Mais il réussit. En 2005, une équipe de chirurgiens français, de Vauchel et du Bernard, entreprit de donner un nouveau visage à Isabelle Dinoir. Ils ont transplanté le nez, les lèvres et le menton d'une jeune femme qui s'était suicidée quelques heures plus tôt. C'est la première greffe partielle du visage. En 2006, Atala, en Californie du Nord, fabriqua la première vessie artificielle en laboratoire qui fut transplantée chez un enfant.